Sur la ligne, épisode 5 déjà, Nico. Bienvenue, comment ça va? Ça va, toi, Alex? Ça va, merci. On a tout un plan de match, mais avant qu'on saute dans notre plan de match, je veux faire un petit shout-out à Mike McIntyre qui est venu sur le podcast la semaine passée. Et lui, son choix pour la meilleure joueuse en devenir dans le circuit, rappelons que toi et moi, c'était Coco Gauff qu'on avait. Eh bien, lui, il avait sélectionné qui, te souviens-tu? Une certaine Bianca, mais le nom de famille m'échappe. Ben, je vais te le rappeler, c'est Bianca Andreescu. Ah oui! Et il n'est pas tout seul à penser ça parce que tennis.com a fait une espèce de ranking des meilleurs joueurs de 21 ans et moi et Bianca était évidemment dans ce palmarès-là. Mais au-delà de ça, Nico, selon le Universal Tennis Ranking, Bianca Andreescu n'est pas simplement la meilleure joueuse des 21 ans et moins, mais elle est ni plus ni moins que la meilleure joueuse au monde. C'est quand même stupéfiant. Elle remonte seulement 5 ou 10 ans en arrière. Les gens l'auraient cru pouvoir dire que la meilleure joueuse au monde est une Canadienne. C'est absolument phénoménal ce qui se passe présentement sur le circuit de la WTA. Puis tant mieux si Bianca a les honneurs qui lui reviennent partout sur la planète. Et ta préférée, Naomi Osaka, dans ce ranking-là, est deuxième. Voilà, qui est tout aussi mérité, mais je veux dire, chapeau à Bianca, puis je pense que, en tout cas, je suis content que la planète tennis ouvre les yeux sur le talent canadien. Oui, exact. Et moi, ce qui me surprend un peu dans ce ranking-là, c'est Serena 4e. Derrière Madison Keys, derrière Ashley Barty. Ça pourrait être un autre débat. On ne commencera pas ça dans les trous. Non, parce qu'on passerait toute la nuit assis à discuter tennis. Et je ne veux pas t'empêcher de dormir parce que je sais que quand je lance une question débat, ça t'empêche de dormir. Des nuits horribles. Plan de match aujourd'hui, Nico. On a un invité spécial, Alexis Galarneau, qui est avec nous, qui est un joueur de tennis universitaire, qui a aussi joué la Coupe Rogers, qui est pas mal mieux que toi et moi ensemble. Oui. On va parler également de Génie Bouchard, qui a joué le World Team Tennis. On va parler de Félix à l'UTS, qui a également très bien fait. Et on parle également du US Open. Toujours de l'incertitude et Nick Kyrgios, encore un chien dans un jeu de quilles. Mais je commence à l'aimer petit peu par petit peu, M. Kyrgios. Toi aussi, tu vas commencer à servir par en dessous. Non, pas avant longtemps, mais quand même. Nico, le podcast Sur la ligne, le podcast officiel de la Coupe Rogers présenté par Banque Nationale est disponible sur le site de Tennis Canada, il est disponible sur SoundCloud, disponible également sur le YouTube de Tennis Canada. Il sera éventuellement disponible sur toutes les plateformes audio. Et ça, c'est toi qui s'en occupe. Ça s'en vient, Nico. Absolument. Es-tu prête? Ok, oui. On passe ça. Le frisson. Le frisson, Alex. À chaque fois, hein? À chaque fois. Nicolas, sans plus attendre, notre invité est derrière. Je l'ai vu sourire à quelques reprises pendant notre intro. Alexis Galarneau, comment ça va? Salut les gars, ça va bien? Ça va bien, merci. Alexis, avant toute chose, je vais faire une petite présentation. Tu as fait partie du Centre national de tennis. Tu connais bien les Bianca, Denis, Félix, etc. Maintenant, tu joues à NC State aux États-Unis, dans la NCAA. Et tu viens tout juste de gagner un tournoi qui se disputait, si je ne me trompe pas, au Parc Jarry. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'était ce tournoi-là et qu'est-ce que ça représente de l'avoir remporté? Ouais, super organisation de Tennis Canada qui, quand on a su que le tennis pouvait reprendre, qu'on pouvait commencer à justement s'entraîner sur les terrains de la Coupe Rogers, tout ça. Tennis Canada, donc Richard Quirion, Martin Laurando, Guillaume Marx, c'est vraiment tout le staff de Tennis Canada a mis en place un tournoi. En premier, c'était en round robin, donc on était 15 ou 16 joueurs, donc on a joué 14-15 matchs en round robin. Ensuite, il y avait une phase finale pour les 8 premiers. Donc, encore une fois, c'est quand même un 5-6 semaines qui était assez intense, qui nous permet
qui nous permettait de jouer 2-3 matchs par semaine, puis ensuite aller s'entraîner, travailler sur des petites choses. C'était très le fun de pouvoir compétitionner, de se rapprocher un petit peu de qu'est-ce qui peut être la compétition qu'on était supposé de jouer justement tout au long de l'été. Ensuite, il y avait la phase finale. C'était les 8 premiers. Donc, c'est encore une autre coche. On avait des juges de ligne, on avait des arbitres sur chaise. Donc, c'était vraiment professionnel. C'était super bien organisé. C'était sur 3 jours. Je pense qu'ils sont vraiment contents comment ça s'est déroulé. Nous, les joueurs aussi, on était vraiment contents. Je pense qu'il y a seulement eu du positif sur les feedbacks et tout ça. Puis pour moi, c'était surtout juste de pouvoir jouer des matchs, de pouvoir compétitionner, pouvoir travailler sur des petites choses. Donc, un gros merci à Tennis Canada. Puis c'est sûr, c'est toujours plaisant de gagner un tournoi. Et dis-moi, Alex, pas Alex, oui, Alex, avec ton rendement, bon, on a su qu'avec la pandémie, bon, ce qui est arrivé, tu as évidemment moins joué au tennis, mais est-ce que tu as été surpris de ton rendement à ton retour sur les courts? Non, mais en fait, je ne m'attendais pas à un gros niveau de ma part. Tranquillement, je trouve que de match en match, je commençais à mieux jouer. C'est sûr que j'étais en plein déménagement, donc j'avais pas autant la possibilité de m'entraîner et tout ça. Mais avec les conditions qui étaient présentes, j'ai fait une bonne job. Puis je pense que le fait justement de pas avoir eu, j'avais pas vraiment d'attente, ça m'a aidé justement à mieux performer, puis simplement m'amuser, puis de voir qu'est-ce qui arrive. Mais c'était comment de revenir au jeu après, c'est comme une aussi longue période parce que j'imagine que tu as peut-être frappé des balles ici et là, mais là, tu étais mis en situation de match rapidement. Comment était le niveau de jeu du tournoi? Comment était ton niveau de jeu à toi? Puis je sais que tu as gagné, mais est-ce qu'au final, étais-tu satisfait du niveau de ton niveau de jeu? Ouais, je pense que j'ai joué des joueurs en première semaine que j'ai rejoué après dans la phase finale. Puis on a vu vraiment une grosse différence dans nos niveaux de jeu et tout ça. Pour moi, j'ai trouvé ça, au niveau tennistique, frapper tout ça, ça va. C'était plus au niveau physique. Parce que c'est sûr que je me sentais pas top shape. J'essayais quand même de rester en forme pendant le confinement et tout ça, mais c'est pas évident je veux pas, c'est quand même en jouant au tennis, tu t'entraînes physiquement, tu te conditionnes à mieux jouer et tout ça. Donc c'était un peu challengeant, mais tranquillement, comme je disais, ça se reprenait. Puis là, je commence à me sentir à 90% quasiment. Là. Ouais, on en est à notre 5e épisode maintenant. Tu étais le premier athlète actif à qui on a la chance de parler. Si on revient à la mi-mars, là, quand tout s'est arrêté, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as vu que c'était le néant? Là? Ouais, ben moi, c'était ma dernière année à l'université, donc je faisais le saut chez les professionnels. Je planifiais déjà commencer les tournois à partir de début juin. Il y a toujours la swing canadienne dans l'Ouest, puis après, ça se termine aussi au Québec. Après ça, c'est sûr qu'il y a la Coupe Rogers, tout ça. Donc, moi, je commençais à m'imaginer, à préparer tout ça. Puis là, vraiment, en l'espace d'une semaine, on a su qu'il y avait plus de tennis, puis qu'il y avait plus de tennis collégial. Pour moi, c'était ça. En ce moment, c'était le présent. Mais aussi de savoir que les tournois professionnels allaient être cancellés jusqu'à mi-juillet, je pense, la première cancellation. Donc ça, c'était un peu dur. Mais après ça, c'est sûr, ça fait partie de la vie, puis c'est la santé avant tout, là. Je veux qu'on revienne sur ton parcours universitaire. On va parler des pros un peu plus tard, mais parlons un peu de l'expérience NCAA au tennis, parce que c'est peut-être le volet qui est le moins connu au Québec, en tout cas pour le grand public. Puis c'est une expérience un peu spéciale. Hein? C'est un peu différent du tennis traditionnel. Là, ça ressemble plus à une ambiance de Coupe Davis. Parle-nous de l'expérience, non seulement sur le terrain, mais également le volet scolaire que c'est. Ouais, au niveau le tennis, je trouvais vraiment que le niveau était super bon. Moi, je recherchais une école qui était dans la meilleure division de tennis, une école où est-ce que j'allais jouer aussi quand même assez haut dans l'alignement partant. Donc, je trouvais que vraiment NC State, c'était un bon fit pour moi. Je viens
grosse famille, on est 4 enfants, donc l'aspect d'entraide, l'esprit d'équipe, tout ça, c'est sûr que je connais bien ça. Donc au début, c'est sûr qu'il y avait quand même une petite adaptation à faire parce que le tennis, c'est pas un sport d'équipe. Mais la petite twist, justement, de jouer en équipe, de représenter son école, et de vraiment de te battre pour tes coéquipiers, ça, c'était vraiment c'était motivant. Fait que c'était vraiment c'était cool. Ben, comme je disais Alex un petit peu avant d'entrer en ondes, je suis un gros fan de sport universitaire, que ce soit le football, le basketball, le tennis. Puis il faut que les gens réalisent qu'aux États-Unis, la NCAA, c'est énorme. Puis je trouve ça cool que des gars comme toi, des gens d'ici, des Québécois, se retrouvent dans ces énormes ligues-là qui est, mine de rien, la plus grosse ligue universitaire au monde. Fait, explique-moi comment le processus s'est fait pour te rendre justement à North Carolina State. Tu sais, est-ce que ça fait longtemps que tu y pensais à aller en NCAA, puis du moment que tu as pris ta décision, c'est quoi le processus? Non, écoute, ça a été vraiment en 5e secondaire que j'ai commencé à y penser. C'était ma dernière année chez les juniors. Ben, tu sais, il me restait quand même encore 2 ans chez les juniors, mais je finissais le secondaire, donc je devais prendre une décision. Puis quand tu vas au Centre national, tu sais, ton but ultime, ton but, c'est d'aller chez les pros. Donc, veux pas, on pense pas aller à l'université ou quoi que ce soit. Donc ça m'a pris un peu de temps à me mettre dans la tête que c'était une possibilité. Mais à partir de 2016, janvier 2016, c'est là que j'ai commencé c'est sûr qu'il y avait quand même pas mal d'entraîneurs qui me contactaient avec Tennis Canada, le Centre national, on jouait beaucoup de tournois, ça me donnait une belle visibilité. Donc après ça, c'était vraiment à moi de voir quelle université qui m'intéressait. Ensuite, j'ai fait deux visites officielles. J'en ai fait une en Californie, puis une à NC State, puis j'ai tout de suite tombé en amour avec ce campus-là, puis les coéquipiers qui étaient là-bas. Ouais. As-tu croisé beaucoup de Canadiens, de joueurs que tu aurais peut-être affrontés, je sais pas, à Repentigny, puis que tu les as retrouvés en plein milieu des États-Unis pour jouer quelques matchs? Et tu des rencontres de ce genre-là qui se sont données sur le circuit de la NCAA? Ouais. Je commençais mes 2 dernières années à voir beaucoup de joueurs avec qui je compétitionnais chez les juniors. J'ai décidé d'aller à l'université 2 ans à l'avance, je pense, environ. Donc ça c'est sûr que c'était pas le même groupe d'âge avec qui j'allais à l'université. Mais il y avait beaucoup de Canadiens, dont Benjamin Sigouin, Nikai Swamba, Jack Mingilin. C'était tous des gars avec qui on était au centre. Fait que c'est le fun de voir qu'ils avaient pris la même route que moi, là. Et tu sais, t'as comme évolué et grandi dans le tennis canadien, mais quand tu es arrivé au sud de la frontière, est-ce que tu as remarqué une différence dans l'approche, dans la philosophie, dans la manière d'enseigner le tennis et de le jouer? Définitivement. Ouais. Ma première année, j'avais un coach qui était différent. Après sa première année, il est parti. Mais le coach de première année, c'était un coach qui était plus axé sur pas rater beaucoup de balles, vraiment de compétitionner à chaque point. C'est pas le tennis que je veux jouer pour devenir un professionnel. Fait que ça, je trouve c'est dommage. Il y a quand même beaucoup de programmes universitaires qui sont à la recherche de résultats immédiats, tout ça, tandis que après ça, quand j'ai eu mes nouveaux coachs qui étaient Kyle Spencer et Chris James, c'est là qu'on a commencé à penser à long terme, développer mon jeu pour que je sois plus agressif, puis pouvoir percer après chez les professionnels. Mais ça arrive souvent que les coachs sont un peu trop axés sur les résultats. Parce que veut pas, tu sais, c'est leur job qui est sur la ligne, donc c'est quand même touché. Il y a quand même des grands joueurs qui sont sortis des rangs universitaires. Tu sais, il y a John Isner qui a passé par là. Les frères Bryan aussi, si je ne me trompe pas, qui ont passé par les rangs universitaires. Alors, tu sais, c'est un parcours qui est peut-être pour un développement professionnel un peu plus long, mais il y en a quand même qui ont bien réussi. Mais moi, j'ai une question, puis je te dirais, elle est de la plus haute importance. J'aimerais ça que tu me parles de l'évolution de ta coupe de cheveux. Tu sais, on constate ici vraiment là, qu'il y a un niveau de maturité qui a été pris juste à la formation de ta coupe de cheveux. Je veux que tu me parles de ta coupe de cheveux de freshman versus celle de senior. Freshman, ça, c'est un gars
un gars de 17 ans qui rentre à l'université. Ça commençait à être à la mode ici à Montréal, donc je pensais pouvoir continuer cette mode en Caroline du Nord. J'ai vitement constaté que non, ça allait pas marcher là-bas. Donc j'ai coupé ça au plus vite. Après ça, on voit en junior, on voit la barbe commence à pousser, fait que ça, c'est bon signe. Le look Nadal là, à ton année freshman, là, avec un petit teint basané. Là. En quel programme est-ce que tu étudiais? Puis, je sais que tu as mentionné que tu voulais aller jouer chez les pros, mais c'est quoi le plan après peut-être la carrière? Qu'est-ce qui t'intéresse en dehors du tennis et en quoi est-ce que tu étudiais? J'étudiais en finance. Ça, c'était la concentration, mais reste que c'était quand même un degré de business administration. Donc, c'est tout ce qui était vraiment relié à la business. Donc, après le tennis, l'idéal, ça serait de pouvoir travailler en finance, de gérer des portfolios, quoi que ce soit. C'est vraiment qu'est-ce qui me passionne autre que le tennis. Donc, ça serait une idée. Il y a beaucoup de gens qui vont penser que peut-être choisir l'NCA, ça peut être comme un détour, mais au bout de la ligne, c'est pas une question, c'est plus un commentaire dans le fond, c'est que tu as ce plan B-là, si jamais il arrive une bad luck, puis au bout de la ligne, ce qui est important, c'est aussi l'apprentissage que tu as fait là-bas, non seulement sur le plan tennistique, mais sur l'apprentissage de l'éducation, puis ta barouette sort de là avec un bac, puis t'es équipé là, non seulement pour le tennis, mais pour la vie en général. Fait pour ça, chapeau. Merci pour l'éditorial, Nico, solide. Ça sera tout. Ça sera tout pour moi. Je me retire. Quel est ton plus beau souvenir de ton passage universitaire à NCA? Dans 10 ans, peut-être, si tu as des enfants, je ne sais pas, peut-être que tu en as déjà. Je ne suis pas au courant de ta situation. Alors, peut-être dans 10-15 ans, peut-être tu auras des enfants. Et puis, qu'est-ce que tu leur raconterais de ton passage universitaire? C'est quoi les plus beaux moments que tu vas avoir de ton passage aux États-Unis? Je dirais que c'est les matchs qui, dans le fond, c'est un 4. C'est le meilleur c'est un 4 de 7. Donc, c'est la première université qui est à 4 points. Donc, souvent, ça arrivait qu'il était 3-3, puis c'était moi qui étais le match ultime. Donc, de pouvoir, ils appellent ça clincher. Donc, je suis pas sûr c'est quoi le terme en français, mais de pouvoir remporter la rencontre pour mes coéquipiers puis pour mon université, ça a toujours été des beaux souvenirs. Puis je dirais justement cette année qu'on a joué Texas qui était classé numéro 4 au pays. Puis moi, j'étais le dernier match pour la rencontre. Puis je jouais le joueur qui était numéro 2 au pays. Ça a été vraiment un gros match qui était quand même beaucoup d'émotions, tout ça. Puis de l'avoir gagné, ça c'est sûr, ça va me rester gravé dans ma mémoire. Bon, et là, tu reviens au Canada, au Québec. Disons à court, moyen terme, c'est quoi tes objectifs? T'es-tu donné des buts à atteindre dans les prochaines semaines, mois, années? En ce moment, de ne pas savoir s'il va y avoir des tournois vraiment qui vont se dérouler en mi-août. J'essaie en ce moment de m'entraîner le plus possible, travailler sur des petites choses. C'est le meilleur temps pour ça. C'est rare qu'on va avoir des longues périodes comme ça pour pouvoir travailler des choses. J'essaie même d'essayer des nouvelles choses dans ma diète. C'est vraiment le temps d'essayer des choses. Donc, ça, c'est un positif. Après ça, au point objectif, j'ai pas vraiment de chiffres en tête, mais j'ai toujours eu le minding que je veux m'améliorer à chaque jour. Je veux continuer de m'améliorer. Puis je pense que quand je commence à jouer le plus de tournois professionnels possible, c'est là que je vais commencer à être de plus en plus confortable puis d'aller chercher les résultats que je veux. Parlant de ton travail chez les pros, le monde le sait peut-être pas ou s'en souviennent peut-être pas, mais tu as quand même participé 2 fois à la Coupe Rogers, ce qui est beaucoup mieux que ce que moi et Nico réussirons à faire dans toute notre vie, assurément. En tout cas, Nico, tu as plus de chance que moi. Moi, j'ai mes nouvelles balles, là, mais à part ça, je m'en tiens récréatif ces temps-ci.
Moi, j'ai acheté une raquette avec Federer dessus. C'est le plus proche que je me rapprocher de la Coupe Rogers. Mais Alexis, parle-nous. Tu as joué, si je ne me trompe pas, contre Berankis et Youzhny à la Coupe Rogers. Qu'est-ce que c'est pour un Québécois de jouer la Coupe Rogers? Déjà, ma première Coupe Rogers, c'était à Toronto contre Youzhny. Je ne suis pas quelqu'un qui est nerveux, mais qui a tendance à s'exciter un peu. Je veux pas, c'est le rêve de jeunesse, de jouer à la Coupe Rogers, tout ça. Donc, je dirais que j'ai pas trop bien géré ça ma première année. J'étais un petit peu épanoui. J'étais un peu encore, je pensais que c'était un rêve, un peu. Puis là, d'avoir joué l'année dernière à Montréal, ça, c'était encore plus de jouer devant mes amis, devant ma famille. Même ma famille qui était venue aussi à Toronto, mais de pouvoir finalement jouer à Montréal, ça c'était quelque chose. Puis après ça, jouer contre Berankis, c'était quand même assez c'était challengeant parce que c'est quelqu'un qui ne laisse pas beaucoup de temps, qui prend les balles tôt, qui frappe profond. Donc, j'ai mal commencé la rencontre, mais il m'a aussi pas laissé aucune chance de revenir et de me mettre confortable. Fait que ça, c'était sûr que c'était pas agréable, mais ça reste quand même que c'était une superbe expérience. Puis déjà, hâte à la prochaine fois. Là. Mais tu sais, c'est sûr que quand tu joues des parties comme ça, puis pour avoir parlé à plusieurs athlètes, tu essaies de t'enlever ça de la tête, que c'est une partie spéciale, bon, que c'est ta première fois à la Coupe Rogers, mais c'est sûr que tu le sais, puis avant la game, ton minding n'est pas pareil. Je suis convaincu. Ouais. Non, c'est clair. C'est même la nuit d'avant, tu as de la misère un peu à dormir. Il y a beaucoup de pensées, puis d'excitation, tout ça, mais c'est justement en jouant ces tournois-là que je vais continuer de m'améliorer, puis de pas refaire ces erreurs-là. Là. Je veux pas. Puis, une petite question comme ça, nous, on a le même âge, là, Alex. Pas que j'exclus Alex, là, mais on est dans la même gang. Là. Quel joueur sur le circuit présentement ou dans ta jeunesse t'inspire, puis tu regardes aller, puis tu te dis, ouais, ça, c'est le modèle que j'essaie de suivre? C'est sûr que le modèle Nadal, c'est vraiment un bel exemple. Je trouve que ses valeurs, sa combativité, juste toutes ses valeurs, comment il est sur le terrain, hors terrain, tout ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un bel exemple. Sinon, au plan tennistique, j'essaie de jouer, pas j'essaie de jouer, mais je me base quand même sur un joueur comme Djokovic, un joueur comme Bautista Agut, qui sont des joueurs quand même qu'on surnomme des baseliners. Donc, moi aussi, j'aime ça jouer du fond de terrain, de bien contrôler tout ça. Donc, c'est ça. Ça fait du sens. Alexis, tu as parlé de l'expérience tennis, mais parle-nous de l'expérience comme telle de la Coupe Rogers quand tu l'as joué. Ce qui est cool à la Coupe, c'est que même pendant les qualifications, il y a déjà beaucoup de monde, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres tournois. Alors, de jouer dans cette ambiance-là, comment c'était au-delà du résultat du match? Non, c'est super. On n'a pas souvent la chance de jouer devant autant de partisans. En plus, les partisans canadiens, c'est, selon moi, dans les meilleurs partisans au monde. Ils ont le hockey qui vont souvent encourager tout ça. Fait ils sont intenses, puis on apprécie toujours leur support. Puis c'est sûr, encore une fois, il y a un apprentissage à faire de mon côté où est-ce que faut que j'essaie de pas de bloquer les distractions ou quoi que ce soit, mais il faut, quand même, comme Nico a mentionné, il faut que j'essaie d'exclure toutes ces pensées-là, tout ça, mais juste d'être, la semaine au complet, c'est vraiment, on se sent, je dirais pas en vacances, mais on se sent sur un nuage. Hein. On est bien. T'en as fait mention, tu le dis, les partisans canadiens, on aime de plus en plus le tennis. Puis bon, il y a tellement de bons jeunes qui commencent à pousser, mais nous, on est plus à l'extérieur, puis on voit qu'il y a une espèce de changement qui est en train de s'effectuer, que les fans au Canada, au Québec, non seulement on aime, mais on commence à connaître de plus en plus le tennis. Des gens qui, à prime abord, n'auraient peut-être pas aimé tant que ça, mais à l'intérieur, tu sens que la machine est en train de changer? Vraiment. Je ne sais pas si c'est le confinement ou quoi que ce soit, mais déjà cet été,
Je trouve, sur tous les terrains publics, ça se joue à la journée longue. Les gens sont intéressés. Des fois, je m'entraîne dans des parcs municipaux, puis les gens, ils s'arrêtent, ils viennent regarder les entraînements. Donc, pour moi, c'est motivant, puis c'est aussi, je suis content de pouvoir inspirer des petits jeunes qui sont aussi en train de commencer sur ces parcs-là. Fait que c'est super le fun à voir. Là. On est dans un... je pense que ça change vraiment, là, je trouve. Ouais. Là, Alexis, c'est le temps de faire un petit brag. Là. Dis-nous, là, tu peux dropper des noms. Là. Tu sais, des fois, à la Coupe Rogers, il y a quand même des grands joueurs qui font appel pour taper des balles. Je dis la Coupe Rogers, ça peut être d'autres tournois. As-tu déjà tapé des balles avec un joueur notoire et tu te dis, ah, wow, ça, c'est vraiment cool. Là. J'ai joué avec Thiem. Thiem, c'est mon top. C'était vraiment le fun, super, super gentil. J'ai joué avec lui il y a 3 ans. J'ai frappé avec lui 2 fois. On avait fait une pratique d'1h30, 2 heures ensemble. C'était super intense. Vraiment impressionnant à voir l'intensité qu'il mettait puis tout ça. Puis c'était le fun aussi. Commandité par Adidas. Mon université est aussi commandité par Adidas. Donc, je lui ai donné un gilet de NC State qui mettait même au tournoi de Cincinnati. Un de mes amis me l'avait montré, tout ça. Donc, c'est le fun. Puis à chaque fois que je le revois, il est super gentil aussi. Donc, c'est le fun. Belle expérience. Et là, semble-t-il qu'il se promène partout avec son chandail d'identité et il dit « Regarde ce que le chandail d'Alexis Gallagher m'a donné. » Exact. Tout le monde sur le circuit est bien impressionné, semble-t-il. Alexis, autre moment pour toi de braguer, et là, je t'offre sur un plateau d'argent. Là. Il paraît que tu as une fiche gagnante contre un certain Félix Auger-Aliassime. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas. Au moins, j'ai arrêté de le jouer au bon moment. Là. J'ai un bon timing. Oui. T'as arrêté de le jouer au bon moment. 1-1 contre Denis aussi. Oui, 1-1 contre Denis, mais explique-nous dans quel contexte tu as une fiche gagnante contre Félix, là, pour que les gens comprennent un peu plus. En fait, j'ai un an de plus que lui. Donc déjà, veux pas, ça joue une différence. Puis, Félix, plus jeune, tu sais, qu'est-ce que j'admire de lui, c'est qu'il a, dès le jeune âge, à 10-11 ans, il pensait déjà à comment il voulait jouer pour être un professionnel. Donc, tu sais, quand tu es plus jeune, il y en a qui, comme moi, qui sont des joueurs un peu plus défensifs, qui ratent pas beaucoup, qui jouent intelligemment. Mais pour Félix, c'était quelqu'un qui déjà essayait de frapper ses services forts, il essayait, sa deuxième balle, c'était pas juste une remise en jeu, c'était vraiment essayer de faire quelque chose avec. Même chose avec ses coups droits, ses revers. Donc, c'est sûr qu'au début, ça jouait à mon avantage, je ne veux pas, parce que moi, je ratais pas. Puis lui, il commençait un peu à s'énerver à cause que, justement, je faisais pas trop d'erreurs, tout ça. Mais, comme on voit, ça lui a servi. Hein. Je dirais que c'est un peu ça, la twist. Et aussi, je pense qu'il y a une conclusion qu'on peut tirer, c'est Denis Shapovalov a battu Nadal, t'as battu Shapovalov, d'après moi, tu peux battre Raphaël Nadal. C'est ça qu'il m'a dit, moi aussi. Si jamais tu joues contre lui, je gage sur toi. Allez. À cause de ça. À cause de ça. Et tu sais, Alex, sans dire, évidemment, on a fait la recherche, là, c'est pas que je te stocke sur Instagram ou quoi que ce soit, mais Félix semble, vous avez l'air bien, vous avez l'air amis, toi et Félix, là, dans la vraie vie aussi. Là. Mm-hmm. Puis tu sais, oui, on le voit, nous, ses qualités athlétiques sur le court, on sait que c'est un excellent joueur de tennis, mais toi qui es peut-être plus intime avec lui, tu penses que c'est quoi sa plus grande force? Puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, déjà, il fait partie de l'élite mondiale? Il y a tellement de qualités. Je dirais que vraiment, c'est quelqu'un de vraiment travaillant. Justement, je le connais depuis qu'il a 8-9 ans. Puis ça a toujours été quelqu'un qui en demandait plus, qui voulait aller faire des services, il demandait toujours de travailler. Fait que ça c'était une de ses grandes forces. Sinon, hors terrain, je dirais que c'est quelqu'un qui est vraiment généreux. C'est toujours quelqu'un qui me conseille, qui m'aide, qui me dirige un peu parce que je veux pas, il y a beaucoup d'expérience chez les pros. Donc, pour moi, je peux pas mettre
de prix sur ça parce que c'est pas grand monde qui a justement qui a cette connaissance comme lui. Là. C'est le fun de l'avoir proche de moi. Puis on a une belle amitié, vraiment. Ouais, on sait, Félix, moi, je le connais depuis qu'il a 12-13 ans. Déjà, j'avais fait des reportages sur lui quand il était plus jeune. Et déjà, à l'époque, on voyait à quel point il allait être un bon ambassadeur. Il y a un peu de Federer dans le nez, dans le sens qu'il est un petit peu, puis je veux pas y mettre trop de pression par rapport à ce qu'il est, mais il y a un peu le monsieur parfait. Fait que pour cette raison-là, je vais te demander, c'est quoi son plus gros défaut? Je te dirais que c'est le fait qu'il est perfectionniste quand même. Des fois. C'est un défaut gentil, ça. C'est un défaut gentil. Ouais, tu l'épargnes un peu. Je veux pas, ça tombe ses nerfs des fois. Là, quand on s'entraînait ensemble, là, des fois, il me semble que tu passes à autre chose. Là, non, mais c'est un défaut. J'arrive même pas à en trouver. Là. C'est pas bon. compréhensible. C'est compréhensible. Est-ce que vous avez une histoire entre les deux, une anecdote? Vous vous connaissez depuis tellement longtemps. Y a-t-il déjà quelque chose qui est passé qui pourrait être le fun à nous raconter? Ouais, ben, on a voyagé beaucoup ensemble en Europe et tout ça, jusqu'à peut-être 14-15 ans. Mais une des histoires qui m'a vraiment marqué, je pense que c'était notre deuxième tournée à vie. On était allé à Auray, un tournoi en France. Et puis c'était notre première fois qu'on voyageait en Europe. Donc on n'a pas bien managé notre affaire avec le jet lag et tout ça. Fait qu'on est arrivé là-bas en matinée. Après ça, on n'a pas pu rester fort puis pas prendre de sieste. Donc on a pris une sieste. Après on n'arrivait pas à s'endormir le soir. Finalement, on se réveille pas le matin. On avait un entraînement à 9h le matin. On avait André Labelle qui était notre entraîneur pendant ce temps-là. Puis apparemment, ils gagnaient comme des fous et tout ça. Finalement, ils ont lâché prise. Fait qu'ils sont allés s'entraîner. Mais moi et Félix, on s'est finalement réveillés. Puis on n'était même pas allé au club. On n'était jamais allé au club ou quoi que ce soit. Mais au front desk, on avait demandé il était où le club. Puis finalement, ça nous avait pris comme 15-20 minutes de marche pour y aller. Puis on avait quand même 10 ans. On était débrouillards. C'était bien. Mais ça, c'était quelque chose. Êtes-vous arrivé à temps pour la fin de la pratique, au moins échanger quelques balles avec les autres joueurs? Ah, même pas. On était obligé de faire un entraînement à deux. Là. on avait dépassé le temps. Ah, c'est très bon, c'est très bon. Alexis, on a déjà fait 30 minutes d'entrevue. Wow, c'est pas mal plus que ce qu'on avait prévu. Je veux te remercier infiniment. Bonne chance pour ton saut chez les pros qui, on te le souhaite, sera le plus rapidement possible. On va garder un œil sur ta carrière assurément, puis reviens nous voir quand tu veux. T'es invité quand tu veux, puis au plaisir de te recroiser près d'un terrain de tennis, mon gars. Yes, merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. Bye-bye, Alexis. Salut. Bye, bonne soirée. Quel gentil garçon. C'est nickel. Hein? Ah, c'était très bon. C'était très bon. On va le réinviter autant de fois qu'il veut. Puis, le tennis NCAA, c'est tellement quelque chose qui est sous-estimé et peu connu. Puis, il y a une ambiance aussi. Éventuellement, j'aimerais peut-être ça faire une série de reportages sur les joueurs qui ont fait aux États-Unis. J'ai fait Marianne Jaudoin il y a quelques l'année passée pour Tennis Canada, là, qui a joué aux États-Unis aussi, puis qui aujourd'hui, si je ne me trompe pas, elle est neurologiste. Neurologue. Alors, tu sais, il y a des belles histoires du tennis comme ça qui se sont développées aux États-Unis. C'est pas juste ça non plus, c'est que, tu sais, Alexis fait partie d'une ligue, je l'ai dit, l'NCAA, aux États-Unis, là, on n'a même pas ici au Québec, au Canada, une petite idée de ce que ça représente, les joueurs football, basket, peut-être moins tennis, là, parce que veut pas, c'est un sport qui est peut-être moins populaire aux États-Unis, mais demeure quand même qui fait partie d'une ligue où les étudiants athlètes sont de véritables vedettes. Les joueurs signent des autographes à d'autres étudiants dans leur classe. Ils ont des locaux privés parce que sinon ils se font achaler. Ils peuvent pas aller manger à la cafétéria comme n'importe quel autre élève. Donc, Alexis fait partie d'une ligue, il fait partie des rangs qui sont extraordinaires. Puis le fait qu'on ait un Québécois qui se rende là, ça me fascine à chaque fois, dans tous les sports.
le niveau de tennis est très élevé aussi. On l'a dit souvent. Tu as des joueurs, mettons, prenons le classement d'Alexis, qui est peut-être pas son vrai classement là, pour l'instant. Il est autour de la 500e place mondiale. Là, mais possiblement que s'il jouait plus de tournois pro, son classement serait vraiment plus haut. Plaçons-le, je sais pas, là, autour peut-être de la 100e place mondiale là, pour les besoins de la cause. Tu sais, si tu es 100e meilleur joueur dans la Ligue nationale de hockey, là, tu es sur un premier trio. Alors, tu as des gars peut-être là, qui jouent NCAA qui pourraient être l'équivalent d'un joueur de premier trio dans la Ligue nationale. On n'en entend pas beaucoup parler parce que le tennis est tellement, pas restrictif, mais dans sa façon de classer les joueurs, puis dans sa nature même du sport, il y a des talents incroyables dont on n'entendra jamais parler. Ouais. Ben, on en a parlé dans le premier épisode, je pense, c'est un petit peu le talon d'Achille du tennis parce que c'est tellement dichotomique dans la mesure où tu as une élite qui est extrêmement reconnue, qui a aucun souci financier, qui gagne des tournois, qui n'ont aucun problème. Et après ça, là, ça baisse. On en a parlé justement avec Alexandra Wozniak qui est venue au podcast. Moindrement, disons, dans le top, disons, tu es en haut du top 100, là, c'est très difficile de subvenir à tes besoins de manière constante. C'est le drame qui fait de l'ombre sur le tennis. Puis malheureusement, il y a certains joueurs comme, Alexis est jeune et il y a encore beaucoup d'espoir chez lui, mais mine de rien, il est quand même 559e au monde. Donc, il n'a pas les mêmes privilèges que d'autres athlètes. Comme, juste par exemple, il n'a pas les mêmes privilèges que Félix. Félix, Auger-Aliassime, c'est un privilégié. Ben oui, non, mais non, c'est sûr. Mais en même temps, son classement, il n'est pas vraiment indicateur. C'est pas valide, mais dans la mesure où il n'y a pas encore cette chance-là, mais tu comprends qu'il est dans cette situation-là actuellement. Non, la pandémie lui a fait peut-être plus mal qu'à Félix, on s'entend là-dessus. Ben, on en a parlé plein de fois, puis ça revenait au débat par rapport au US Open qui n'a pas de qualif. Tu sais, quelque part, c'est ces joueurs-là qui sont tellement affectés puis qui ont tellement besoin de ces revenus-là. Tu sais, c'est sûr que c'est comment dire, c'est plus la pandémie, elle a affecté plus ces joueurs-là et j'ai vraiment hâte qu'on revienne à une situation normale pour qu'on puisse voir tous les grands talents puissent s'exprimer sur la scène internationale. Et juste terminer sur le tennis universitaire, là, évidemment, je ne vous demande pas, auditeurs, d'aller voir en Caroline du Nord ce que fait l'NCAA, mais si vous avez la chance d'aller voir des parties du RSEQ de tennis universitaire, que ce soit les Carabins, que ce soit le Rouge et Or, c'est du tennis absolument extraordinaire. À chaque année, à la Coupe Rogers, il y a des tournois. Les Carabins, ça fait 2 années consécutives qu'ils remportent le titre. Alex, je pense que c'est un Carabin, hein? Oui, c'est un Carabin. Moi, j'aurais pu... OK. Moi, j'étais un bon skieur, là, un des très, très bons skieurs à 17-18 ans. Là. Mais j'aurais jamais été proche de faire le calibre universitaire. C'est tellement fort, le calibre universitaire. Oui, c'est ça. Non, mais dans la mesure où tu es un gars qui a gradué de l'UDM, on est 2 Carabins, mais les Carabins, c'est une force, puis c'est pas très loin là, pour ceux qui nous écoutent à Montréal. C'est très accessible, le Sepsum, puis tous les courts. Donc, allez voir du tennis universitaire, c'est du bonbon. Puis les jeunes athlètes se dépassent, puis corps et âme, c'est beau à voir. Du sport universitaire, je vous invite à y aller, surtout le tennis. Non, puis tu sais, t'as des joueurs, comme on parlait, comme John Isner, puis les frères Bryan, c'est des légendes du tennis actuel, puis ils ont passé par le circuit universitaire. Et puis non, je suis d'accord avec toi. Il faut qu'on encourage, faut qu'on encourage ça assurément. Parlant de gars qu'on encourage. Oui. Parlons de Félix Auger-Aliassime, qui a tellement bien fait au UTS, son tournoi de retour. Oui. Ben, Félix Auger-Aliassime, qui, on l'a dit la semaine dernière, faisait partie d'une espèce de bracket où il attendait en demi-finale 4 joueurs, en fait, un joueur de 4 du groupe, et il allait affronter Alex Zverev dans une potentielle finale, donc le tournoi de la UTS qui s'est terminé aujourd'hui. Malheureusement, qui s'est soldé par une victoire dans ce qu'on appelle la mort subite d'Alex Zverev, futur star du tennis, et 2 joueurs qui s'affronteront. Star actuel du tennis. Oui, aussi, absolument, dans la mesure où ces 2 joueurs-là s'affronteront à répétition dans les différents tournois du Grand Chelem. Non, exact. Puis, tu sais, Félix, il a merveilleusement bien joué. Les 2 matchs qu'il a perdus contre Zverev, c'était des matchs qui ont été joués à la mort subite. Il a battu Richard Gasquet. Ouais. Je pense que
En tout cas, s'il y en a qui avaient des doutes par rapport au potentiel de Félix, il est déjà parmi les grands, puis il n'y a que du bon à venir dans son cas pour Félix. Il aurait pu gagner. Il est passé un point de. Il a eu point de match. Il a eu point de match contre Zverev. Malheureusement, le format a fait en sorte que ça se décide plus vite que dans un format normal, mais il a très bien joué. Puis c'était. Est-ce que ça te réconcilie avec l'UTS d'avoir vu Félix? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Mais ce qui me ravit toutefois, c'est de voir que Félix est en forme et Félix, bon, on n'a jamais douté de son désir de vaincre, mais là, il est vraiment, je pense, dans une phase où il est en confiance à quelques semaines du tournoi de Cincinnati et du US Open. Je ne pense que ce n'est que de bon augure pour notre Québécois si ça peut le mettre en confiance et arriver avec aplomb au US Open. Puis je suis content que ça arrive là. Non, exact. Je suis 100% d'accord avec toi. Hey, je t'ai préparé une petite séquence cocasse. Tu sais, à l'UTS, les coachs ils peuvent peser sur le gros piton rouge pour caler un meeting avec leurs joueurs. À tout moment. À tout moment. Et lui, Félix, elle avait décidé autrement. With the margins being so small, wouldn't it be good to talk to you? Yeah, I've got some. Thank the Lord. Big killers over here at the Maldives. They really do. This time of night, in particular, we see Felix Auger-Aliassime's coach has pushed the buzzer. Does he want to talk to him? Fontaine? Oh. He's going to reject it. Juste se reposer. There's a bit of confusion from Auger-Aliassime. Is he going to leave him hanging? Yeah, let's go, Felix, take his coaching time. No, I know. Félix qui refuse de parler à son entraîneur Guillaume Marx. Mais il y avait une explication. C'est la suivante. Il fait beaucoup de bon sens. With the margins being so small, wouldn't it be good to talk to your coach, maybe? I mean, was it something that Frederick said before the match? What was that about? I'm going to tell you something. Do it. The reason I'm not talking to my coaches, it's because I have great coaches. A great coach prepares his player to find the solutions himself during the match. Un vrai. C'est de la poésie. Puis à 19 ans qu'un jeune joueur te sorte cette phrase, bon, on va la traduire, c'est qu'il dit « J'avais pas envie d'aller voir mon coach parce que j'ai de bons entraîneurs et un bon entraîneur prépare ses joueurs à avoir recours à eux-mêmes à tout moment. » Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est la réponse qu'il fallait donner. Il l'a donnée et ça explique pourquoi tu en as fait le parallèle avec Federer. Pourquoi Auger-Aliassime, c'est un gentleman? Pourquoi Alexis nous l'a dit que c'est un gars qui va aller loin, c'est un gars mature, c'est un gars intelligent? Tout cet argumentaire se retrouve dans cette réponse qu'il a donnée. Et qui visiblement n'a pas de défaut. Non, il n'a aucun défaut, si ce n'est que d'avoir participé à ce tournoi bidon. Mais on va lui pardonner vu qu'il s'est rendu en finale. Non, j'exagère, mais dans le sens où cette réponse-là, je pense qu'elle va rester dans les annales du tennis. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va refaire un recap de sa carrière, on va se dire, vous rappelez-vous à quel point ce gars-là était mature à un jeune âge, voici pourquoi. Non, puis non, t'as 100% raison. Il a été très bon. Moi, j'ai été content de le voir en action dans des vrais matchs de compétition. Je pense que c'est une préparation intéressante pour les tournois qui s'en viennent, possiblement Cincinnati puis le US Open. Et j'espère que les gens prennent conscience de la chance qu'on a d'avoir un ambassadeur non seulement pour le tennis, mais pour le sport. Félix Auger-Aliassime, c'est le futur Laurent Duvernay-Tardif. C'est la future référence sportive québécoise. Tu l'as vu, Félix, là, tout le monde en parle. Pas plus tard que l'an dernier, à quel point, pour un gars de 18 ans, à l'époque de l'enregistrement, il était mature, terre à terre, conscient de son talent, de la chance qu'il avait de faire ce sport-là. Il était reconnaissant, articulé, brillant. C'est un ambassadeur parfait. Puis j'espère que les gens en ont conscience. Il a toujours été comme ça, puis comme je te disais, moi, je pense qu'il avait 13 ans la première fois que j'ai fait un reportage sur lui. Il faudrait que je remette la main sur ce reportage-là. Mais déjà à l'époque, j'étais flabbergasté de voir comment il était mature des années en avance sur son âge. Puis il était déjà incroyable à 13 ans. Fait qu'imagine quelques années plus tard. Et le meilleur est encore à venir dans son cas. Oui, et tout ça, je pense, part de l'entourage. Et je pense que Félix est le noyau d'un entourage extrêmement solide et terre à terre.
Bref, moi, j'ai bien aimé le voir jouer, même si c'était à l'UTS. Et puis, j'ai beaucoup aimé. Plus je l'écoute, plus j'aime la formule du tournoi. Chez les femmes, Pavlyuchenkova l'a emporté contre Alizé Cornet. Alizé Cornet qui est divertissante sur le terrain, je dois le dire. Elle l'a toujours été. Puis, le format UTS était un bon format pour elle, le perdant. Malheureusement, notre Brenda, notre nouvelle coqueluche ici au podcast, a dû baisser pavillon en plusieurs reprises, mais à 13 ans, je veux dire, on peut pas parler d'un feu de paille, là, évidemment, là, mais... On va attendre un peu avant de la juger, mais on va lui donner une chance. On va lui donner une chance. Ouais. Tu parlais check le lien. On parlait de modèle. Parlons maintenant de Nick Kyrgios, qui n'est pas un modèle pour certains, mais n'en demeure pas moins que ces temps-ci, Kyrgios défraie la manchette pour ce que je pense être de bonnes raisons, c'est-à-dire qu'il reproche à plusieurs joueurs, comme c'est le cas depuis l'Adria Tour de Djokovic, de négliger les répercussions que peut avoir la pandémie. Donc, Kyrgios qui a décidé de se retirer du US Open en disant que les joueurs qui joueront seront, en mots gentils, irresponsables. Je ne sais pas ce que tu as pensé de ce qu'il a dit sur Twitter, notamment, c'est là qu'il fait la plupart de ses sorties. Il a dit « Le virus ne se soucie pas de votre classement mondial ou de votre argent. Agissez de manière responsable. » Bon, première des choses, je vais te dire ce que je pense de ton lien. Ouais. Pas mal, hein? Si t'es pour teaser un lien, c'est bien d'y aller plus directement. Qu'est-ce que t'as fait? Parce que moi, j'avais des attentes, puis là, j'attendais que tu fasses ton lien, puis j'attendais, puis mais le lien était pertinent, mais peut-être un peu long. Juste noter, faire des meilleurs liens. Parfait, c'est fait. Par ailleurs, pour répondre à ta question, il a raison. Il a raison. Tu sais, les joueurs doivent rester prudents. Ce sont des modèles, comme tu l'as dit, puis tu sais, ils vont être un peu les responsables de l'avenir à court terme du sport. C'est-à-dire, si eux-mêmes ne sont pas capables de respecter les règles pour se protéger, comment tu veux que des tournois s'organisent dans un contexte sanitaire qui a du sens, tu sais? Non, mais Washington a été annulé, puis au World Team Tennis, on a vu une joueuse à être expulsée parce qu'elle n'avait pas, bon, selon le tournoi, respecté les règles du cadre sanitaire, mais tu sais, ces joueurs-là, s'ils veulent que la vie puis le sport reprennent normalement, ils vont devoir comment dire, se tenir serrés puis faire tout en leur pouvoir pour être des modèles pour que la situation puisse se résorber le plus rapidement possible. Et mine de rien, il y a plusieurs joueurs qui commencent de plus en plus à tourner le dos au US Open. Il y a Gaël Monfils qui a annoncé prendre une pause du tennis. Il y a la numéro 1 mondiale, Ashley Barty, qui fait un trait sur la tournée américaine. Il y a notre Bianca Andreescu nationale aussi qui n'a pas donné le feu vert encore pour Cincinnati et le US Open. Donc, est-ce que l'appel de Kyrgios sera entendu par les autres joueurs? OK, il plug sa tasse. Il plug sa tasse du US Open pendant la converse. Il vit sans lendemain. Les gens qui écoutent juste audio vont devoir venir voir sur YouTube pour voir qu'est-ce que c'est. Mais bien fait ça, hein? Bien fait subtil. Tu sais, on parlait de lien. Nickel. mais tu sais, pour... Deuxième chance, vas-y, fais le lien vers le US Open. Tennis, US Open, américain, Kyrgios. Fin du lien. Mais tu sais, pas de faire. Je ne sais pas si l'appel de Kyrgios commence à être entendu. Je ne sais pas si d'autres joueurs vont se mobiliser. Parce que, tu sais, je veux dire, Ashley Barty vient de perdre la numéro 1 mondiale. La meilleure joueuse au monde présentement ne sera pas au tournoi. Et ça, c'est si Djokovic. Je pense que Djokovic présentement est plus du côté je n'irai pas que du côté j'y vais. Là. Fait que ça se peut que les deux meilleurs joueurs au monde, du côté masculin et féminin, n'y soient pas. C'est grave. Là. C'est très grave. Puis Bianca n'est toujours pas inscrite au tournoi. La seule qui est confirmée, c'est Osaka là, qui a dit j'y vais parce que bon, elle réside aux États-Unis, même si c'est une citoyenne japonaise, elle demeure aux États-Unis, donc n'aura pas besoin de faire le voyage transatlantique entre l'Europe et l'Amérique. Mais elle a confirmé, mais c'est pas mal la seule joueuse
qui, jusqu'à maintenant, dans l'élite mondiale, confirme sa présence. Il y a même Simona Alep, là, qu'on dit dans les derniers jours, dans les dernières heures, qu'elle hésite encore et qu'elle se rétractera probablement. Ça augure pas bien pour les organisateurs. Ouais, puis ça augure pas bien pour Bianca parce que c'est pas une bonne nouvelle qu'elle ne joue pas le tournoi de Cincinnati. Mm-hmm. Elle aura presque pas joué. Ouais. Ça va arriver, en tout cas, si elle va à New York pour défendre son titre, elle va arriver sans préparation. Non, on en parlait. Si tu fais le US Open, il faut que tu fasses Cincinnati. On en parlait la semaine passée. Si tu fais un, tu fais l'autre. Je vois pas comment tu préfères ça. Je pense que effectivement, c'est le plus logique. Mais enfin, on verra. Peut-être qu'elle a une légère blessure puis qu'elle veut la reposer la plus possible, mais en même temps, ça regarde pas bien pour. Mais peut-être que je parle à travers mon chapeau, j'ai pas d'inside access. Mais les points d'interrogation les plus importants au cours des dernières semaines, c'était concernant évidemment les conditions sanitaires. Et là, le US Open qui a annoncé certaines mesures importantes. Je te lisais à l'instant pour toi le bien-être de nos auditeurs. Bon, on parle de moins en moins du phénomène de bulle, comme on aperçoit avec la MLS, la NBA et la LNH. Oui, il y aura une bulle à Manhattan, un hôtel qui sera loué pour les joueurs, mais les joueurs et les joueuses auront la permission de louer des chambres à l'extérieur de la ville de New York au coût de 40 000 $. Et ça, c'est une demande qui sera faite auprès du USTA. Donc, encore là, on en parlait tantôt, le problème, c'est qu'il y a juste une certaine partie du classement mondial qui pourra se payer une chambre à 40 000 $. On s'entend-tu que le joueur qui est censé mondial ne pourrait pas se payer ce luxe-là, il devrait habiter dans un hôtel, dans une bulle. Et la bulle sera à, non pas Manhattan, mais Long Island. C'est-à-dire, ça, c'est à 1 heure à l'est de New York, là, donc c'est 1 heure de voyagement. Donc, ce ne sera pas à Manhattan. Pourquoi? Le US Open dit que c'est pour éviter que les joueurs soient tentés de sortir de leur hôtel pour aller vivre le style de vie new-yorkais, le lifestyle, le nightlife notamment. Aussi, autre point d'interrogation qui est réglé, les joueurs pourront amener avec eux 3 personnes dans la bulle, dans l'hôtel, mais sur le court, sur les aires de jeu, ce sera seulement une personne. Donc, après ça, de savoir qui vont choisir pour y aller. Et un test avant d'arriver à New York sera fait et 1 à 2 tests par semaine sera fait pour s'assurer qu'aucun joueur ne contracte la COVID-19. Je ne sais pas ce que tu penses des règlements. Moi, en partant, je ne comprends pas l'idée qu'on peut permettre à des joueurs de sortir de la bulle. Ton protocole est là, puis ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on dit que la bulle, c'est le recours le plus efficace. Et là, tu vas permettre à des joueurs de l'élite, eux, d'aller où ils veulent. Parce que là, ta bulle est étanche. Fait que ça ne marche pas. Je pense qu'ils sont tellement dans l'incertitude, puis ils vont, entre guillemets, être tellement en manque de tête d'affiche qui ont plié sur certaines demandes des grands joueurs vedettes qui veulent amener plus de membres de leur équipe. Mais tu penses qu'ils se sont dit, par exemple, ce serait plus logique si Djokovic, lui, veut un hôtel, par exemple, à Syracuse et décide de prendre sa loge là-bas puis il fera le voyagement lui-même? Ben, je ne sais pas si c'est plus logique, c'est pas ça que je te dis. Non, mais tu penses que pour eux, c'est ce qui était le plus logique à faire, de permettre de plier sur ce règlement-là, de ne pas mettre tous les joueurs dans le même bateau et de permettre aux joueurs les meilleurs au monde d'avoir leur petit noyau à eux. On verra, peut-être que l'avenir va leur donner raison puis qu'au final, ça ne changera rien. J'imagine en tout cas, j'ose espérer qu'ils ne prennent pas cette décision-là à la légère. J'ose espérer qu'ils ont validé d'une certaine manière avec la santé publique américaine pour voir si le faire ainsi, c'était logique et acceptable. Enfin, on verra. Parce que, me semble que tu as tellement aucune chance à prendre. On le voit dans le baseball majeur. Là. Un joueur là dans l'équipe, du jour au lendemain, 17 joueurs l'ont contracté. Il me semble que ta bulle doit être tellement le plus imperméable possible que tu n'as aucune chance à prendre, surtout lorsqu'on considère que c'est le tournoi de tennis le plus attendu, un des plus attendus de l'histoire du tennis. Tout le monde a hâte au US Open, donc pourquoi prendre une telle chance? Ça me dépasse. Surtout quand, je m'attendais, là, lorsqu'on se demandait ce qui allait arriver avec les conditions sanitaires. Je me suis dit, quand ils vont sortir, ce sera béton armé, ce sera préparé au quart de tour, ce sera impeccable. Mais finalement, on se rend compte que déjà, à mon humble avis, il y a des défauts. Puis ça m'attriste un peu, cette situation-là, considérant que en tout cas, je comprends pas, on n'a aucune chance à prendre.
d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, Nico. J'ai hâte de voir. Disons que je vais leur donner le bénéfice du doute pour l'instant. Puis on verra. Même à la place des joueurs, je ne sais pas si c'est peut-être moi qui est trop COVID anxieux ou quoi que ce soit, mais il me semble que je préférais être dans une bulle dans le même hôtel où l'ATP, le WTA gère tout ce qui est médical, les sorties, les entrées, que d'aller dans un hôtel seul au milieu de tout. Personnellement, là, je pense j'aimerais beaucoup mieux être dans la bulle, mais bon. Je ne suis ni un joueur élite, ni un multimillionnaire, donc... Un jour peut-être. Un jour, qui sait? Un jour peut-être. Ah, mais est-ce que c'est le World Team Tennis? Comme ça qu'on fait un lien, Nico. Brillant. Je dois avouer qu'en termes de lien, tu joues dans les grandes ligues. Dommage pour Eugénie et le oui. Chicago, de son équipe, les représentants de Chicago qui ont perdu en finale du World Team Tennis. Félicitations au New York Empire. Et tu vois, l'équipe était composée notamment de Jack Sock et de Kim Clijsters, qui a très, très bien joué, Kim Clijsters. Mais je pense que une des grandes raisons du parcours de Chicago pour se rendre jusqu'en finale, c'était la performance d'Eugénie. Et il y en a beaucoup qui en ont parlé. Et puis, tant mieux. On fera pas une demi-heure. On en a parlé beaucoup dans les 2 dernières semaines d'Eugénie, mais tant mieux. Et félicitations au New York Empire. Moi, c'est une compétition que je n'ai jamais vue en personne et que, éventuellement, j'aimerais peut-être aller voir. Oui, aussi, bon, ici, c'était moins, en termes de diffusion, là, c'était peut-être moins accessible ici du côté de la frontière, mais c'est vrai que ce genre de tournoi-là par équipe, un peu comme la Coupe Lever, j'adore. On change ni l'ADN du sport, ni la manière de jouer, ni le format, ce qui est hautement appréciable, mais ce genre de compétition par équipe m'intéresse énormément, surtout lorsque je veux dire, Jack Sock, c'est pas n'importe qui, Kim Clijsters, on attendait son retour avec impatience, Eugénie Bouchard, Sloane Stephens, je veux dire, c'est pas n'importe qui allait jouer à ce tournoi, puis tant mieux, ça a connu une fin. En plus, ça a été un match serré jusqu'à la toute fin, là, donc tant mieux si la finale aussi a été aussi relevée que l'ensemble du tournoi. Et tu l'as dit, Eugénie, qui a très, 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 très bien paru. Si ça peut être de bon augure pour la suite, ben tant mieux. Ils sont partagés une bourse de 1 million de dollars. Ce qui n'est pas banal. C'est pas si mal. Ce qui n'est pas banal. Pas si mal. Nico, la semaine prochaine, on a déjà fait 1 heure. On a fait une longue entrevue avec Alexis Galarneau qui a été très, très bon. La semaine prochaine, je vais le teaser, même si je ne suis pas sûr, OK? On est censé avoir Braden Schneur, un autre joueur qui a joué à la Coupe Rogers, un autre joueur qui a joué dans une université américaine. Sais-tu laquelle? Je dirais université américaine. Je dirais... C'est un indice. Luco. Non. Non, vas-y donc. Il a joué à la même université qu'un certain Michael Jordan. Ah, c'est South Carolina? C'est North Carolina. North Carolina, d'où Jésus. Je suis quand même à une position géographique de l'avoir. Braden Shaw qui a joué la Coupe Rogers, qui est un champion du tournoi de Repentigny aussi, devrait être notre invité la semaine prochaine. En fait, c'est ça qui est dans les plans. Excellent travail, Nicolas. Une fois de plus, je te dis aussi simplement que ça. À la semaine prochaine, mon gars. La semaine prochaine, les bons tennis à tous et à toutes. Bye.